Bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour. En face de vous, Ambroise Maoutondi. Monsieur Maoutondi, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes économiste, vous aviez suivi certainement, je dois dire, ces propos du richissime Aliko Dangote au sujet du statut qu'il accorde officiellement, en tout cas au Bénin, pays de... Comment est-ce qu'il appelle ça? De contrebande. Oui. Clément Atchadé, vous en parlez ce matin? Oui, Tanguy, comme une rumeur ou un fake news, comme on l'appelle généralement. Et week-end dernier, au cours d'une table ronde consultative sur la croissance tenue à Lagos, la capitale économique nigériane, le milliardaire richissime, homme d'affaires, comme vous l'avez annoncé, Aliko Dangote, est revenu sur l'épineuse question de la contrebande entre le Bénin et le Nigeria. L'homme d'affaires est resté ferme à travers la solution qu'il propose. Je le cite ici. Il faut prendre des mesures draconiennes contre le Bénin afin de protéger notre marché. Et face aux réexportations néfastes, une déclaration qui suscite beaucoup de polémiques et beaucoup de réactions au sein de l'opinion publique. Et pour en parler ce matin, vous l'avez annoncé, un consultant en économie, Ambroise Maoutondi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour, oui, c'est moi. Alors, un marché d'environ de 200 millions d'habitants sur lequel le Bénin est resté présent à travers l'informel, notamment le paillard et la réexportation. Du jour au lendemain, un protectionnisme qui plane à l'horizon, même si on attend d'abord la confirmation par les autorités nigérianes. Vous, en tant que consultant en économie, quelle est votre première réaction? Oui, merci M. Clément. La première réaction déjà, c'est qu'en fait, il faut souligner que je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que la question, elle revient un peu comme un serpent de mer. Déjà, au temps du président Yahi Boni, le président Olusegun Obasanjo avait décidé de fermer les frontières et d'interdire toute activité de réexportation vers le Nigeria. Il y a eu de grandes tractations en temps qui ont donné naissance à la signature du mémorandum de Badagry. D'accord, et je crois que progressivement, les activités ont repris. Le président Obasanjo n'est plus là. Mais cette question, il faut qu'à un moment donné ou à un autre, qu'on trouve une solution définitive. Donc, je ne suis pas surpris parce que les opérateurs économiques nigérians ont aussi des intérêts à défendre et il serait difficile pour eux de laisser perdurer cette activité-là de façon vraiment indéfinie. Donc je ne suis pas surpris. Alors au fond, le problème est bien connu, vous l'avez d'ailleurs rappelé, quand on dit contrebande, cela prend en compte aussi bien le commerce illicite de l'essence de la contrebande communément appelée paillon, mais aussi les activités de réexportation que fait le Bénin. Les économistes nous disent même que lorsqu'on est dans ce cas de figure, cela engendre de grosses pertes pour les États. Alors, quelque part, est-ce que Dangote, le richissime homme d'affaires, n'est pas réaliste? Est-ce qu'il n'est pas quelque part objectif? Oui, je crois qu'il est tout à fait objectif parce que Dangote, c'est d'abord un homme d'affaires. Il faut déjà commencer par le souligner, c'est un homme d'affaires, il a des intérêts à défendre parce qu'il a des entreprises qui probablement produisent presque les mêmes biens qui sont réexportés. Il a beaucoup investi dans le riz par exemple. L'un des produits exportés massivement vers le Nigeria, c'est le riz importé des pays d'Asie notamment. Vous voyez, donc c'est un homme d'affaires, il est tout à fait réaliste. Maintenant, quand vous parlez de réaliste, est-ce que vous pensez aux conséquences que cela peut engendrer? Mais les conséquences, je crois que les pertes seront d'abord beaucoup plus du côté béninois que du côté nigérian. Du côté béninois, les pertes vont se mesurer sur toute la chaîne. Depuis l'État, donc l'État en termes de recettes fiscales, parce que le FMI et la Banque mondiale en 2017 estimaient à près de 15% les recettes fiscales tirées des échanges avec le Nigeria. Donc ces échanges notamment... On se rappelle évidemment de ce que la Banque mondiale avait dit, effectivement, en parlant de PIB du Bénin qui était donc... avoisinait presque les 20%. Voilà, qui dépendait presque à 20% du Nigeria. Vous voyez, donc c'est des statistiques qui ne valent que ce qu'elles valent, mais n'empêche. Donc l'État va beaucoup perdre. Les opérateurs économiques béninois vont perdre parce que le gouverneur de la Banque centrale, M. Godwin, a déjà déclaré au cours donc, de ce forum-là que beaucoup de comptes d'acteurs économiques impliqués donc, dans ces activités sont déjà bloqués au niveau de la Banque centrale du Nigeria. Vous voyez, donc des mesures sont en train d'être prises et il a souligné également que déjà les recherches continuent pour identifier également d'autres comptes et qu'après cela, ils vont passer aux mesures suivantes. Nous ne savons pas quelles seront ces mesures-là. Donc c'est dit que déjà les acteurs économiques impliqués vont également subir les contre-coups. Mais également le consommateur béninois. Le consommateur béninois paiera aussi également le prix fort parce qu'il y a beaucoup de biens qui nous viennent du Nigeria et qui sont utiles pour les consommateurs. De l'autre côté, au Nigeria, je vois beaucoup plus les pertes du côté des consommateurs. C'est eux qui seront réellement les grands perdants parce que l'État nigérian ne mise pas trop sur les recettes fiscales ou bien cette activité-là pour pouvoir quand même jouer les deux bouts. Avant de revenir sur les conséquences, on sait que la question n'est pas seulement économique, mais elle relève aussi de la diplomatie
diplomatie. Alors, l'alternative pour le Bénin aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers la production au lieu qu'on se maintient dans la réexportation, l'importation? Je crois que c'est inévitable. C'est un grand service que le Nigeria est en train de rendre au Bénin. Aucun pays ne se développe en misant ses activités sur l'import-export. Quand vous vous promenez à Cotonou, vous voyez salle import-export, salle import-export. Il n'y a que ça que vous croisez dans la ville de Cotonou et un peu partout. Vous souhaitez quel type d'activité pour les opérateurs? Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut s'engager résolument vers les activités de production. C'est ça. Parce que le problème du Nigeria n'est pas réellement ce que nous lui envoyons. Le problème du Nigeria, c'est que ce n'est pas nous qui produisons ce que nous lui envoyons. Nous importons des autres pays tout simplement et nous lui renvoyons cela. C'est ça le problème du Nigeria. Attendez de voir si des opérateurs économiques produisent la volaille ici et veulent l'exporter vers le Nigeria. Le Nigeria n'a aucun moyen de dire non, n'envoyez pas ça chez moi. Vous voyez, donc le problème du Nigeria, c'est que le Bénin, ça donne à une activité tellement facile, ça donne à la facilité et refuse de produire. Et je me dis en fait que fondamentalement, j'ai dit que c'est une chance parce que les perspectives pour le Bénin seront très bonnes si réellement le Nigeria décide de fermer catégoriquement ses frontières à ces activités-là. Le Bénin va se ressaisir et on va résolument aller vers la production. Oui, c'est clair. Justement de la production, on sait à la production, d'accord, mais on se souvient des démarches entreprises par certaines sociétés béninoises. Entre-temps, je ne veux pas citer ici les entreprises pour vendre leurs produits sur le marché nigérien, mais finalement, au bout du rouleau, on a vu comment cela s'est terminé, où on n'a pas donné un avis favorable au Bénin. Est-ce que dans ce cas-là, le Bénin peut toujours espérer quelque chose du Nigeria? Non, je crois qu'il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. Ça, c'est clair. Et quand vous ne comprenez pas cela, c'est que quand vous ne comprenez pas cela, c'est qu'il serait difficile de comprendre les relations économiques et même politiques entre les nations. Le Nigeria, je prends le cas de la Somibra. Le Nigeria a tellement d'eau minérale, de variétés d'eau minérale sur son territoire, qu'il serait difficile que la Somibra aille négocier pour vendre encore de l'eau minérale sur le marché nigérian. Non, soyons compréhensibles. Vous êtes à Canal 3 ici, moi je suis vendeur de journaux, et je viens taper à votre porte, je dis je vais vendre mes journaux devant votre maison, devant votre siège. Soyons réalistes, vous allez accepter? Non, il faut identifier les types de produits dont le Nigeria peut-être a besoin. Si tant est que nous voulons commercer avec le Nigeria, il faudrait que nous identifions les types de produits dont le pays a besoin et que nous les lui envoyons. Mais nous ne pouvons pas lui envoyer des produits dont il dispose déjà en abondance et déjà il a du mal peut-être à les vendre lui-même chez lui et vous voulez encore lui en rajouter. Non, c'est une question de réalisme. Je ne suis pas du tout surpris par la réaction des autorités. Déjà, si c'est des produits dont ils ont besoin, ils les accepteront sans aucun problème. Voilà, donc pour moi c'est un non-événement quand on me dit qu'ils n'ont pas accepté. Oui. Il faut aussi peut-être voir tout ce que le gouvernement fait en misant sur la transformation. Oui, c'est pourquoi je dis que je vois vraiment des perspectives très intéressantes pour le Bénin. Si éventuellement le Nigeria pouvait vraiment aller jusqu'au bout. Et moi je souhaite que le Nigeria aille jusqu'au bout parce que ça va nous aider à revenir, à revoir la fiscalité, à nous lancer résolument vers la production. C'est ça le problème aujourd'hui. Bon, on ne peut pas évoquer peut-être ces questions sans parler de la monnaie. Brièvement, il faut avouer que si aujourd'hui le Bénin a une telle facilité à importer, c'est le franc CFA qui le lui permet. C'est une monnaie qui est surévaluée par rapport à la valeur réelle de notre économie. Du coup, il est plus facile d'importer plutôt que de se lancer dans la production. Et c'est ça le problème. C'est vrai que le franc CFA, c'est une question dont on ne peut pas débattre comme ça. C'est une question vraiment qui revient un peu comme un serpent de mer et personne n'ose attaquer, en tout cas pas les dirigeants. Mais tôt ou tard, il faut en arriver là. Si tant est que nous voulons réellement nous réorienter vers la production, il faut revoir un peu la parité du franc CFA par rapport à l'euro. Pourquoi pas se débattre carrément du franc CFA? C'est un problème réel. Donc, je pense que on verra bien ce que ça va donner, mais je prie pour que les autorités nigérianes réellement aillent jusqu'au bout, parce que ça va nous aider réellement à nous ressaisir et à comprendre que le développement, c'est d'abord la production et rien que la production. Alors, vous avez commencé déjà par évoquer les conséquences, aussi bien pour le Nigeria que pour le Bénin. C'est vrai que vous êtes dans une approche un peu radicale de comparaison et que vous pensez que le Bénin va beaucoup
beaucoup perdre que le Nigeria. Oui. Mais parlant justement de ces conséquences pour le Nigeria, quels pourraient être les effets d'une telle mesure? Non, les effets d'une telle mesure, je crois, à mon avis, elles seront nettement moindres qu'au Bénin. Et je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui seront nettement frappés au Nigeria, c'est surtout les consommateurs. Je crois que le gouvernement nigérien n'a pas grand chose à faire de ces échanges-là. Le gouvernement nigérien l'État nigérien en tout cas ne compte pas beaucoup sur les maigres ressources issues de ces activités. Mais le grand perdant, je crois bien, c'est d'abord le consommateur nigérian. Mais le problème également, c'est qu'en réalité, le consommateur nigérian sera perdant, mais à terme, je crois que le Nigeria va gagner. Parce que le problème qui se pose, c'est que c'est une concurrence qu'ils estiment déloyale. Déloyale parce que nous ne produisons pas. Nous faisons venir ces biens. Il y a un ensemble de biens, la friperie, le riz, l'huile, vous voyez, des voitures d'occasion. C'est un ensemble de biens que nous ne produisons pas et nous leur envoyons. Mais eux également, ils ont des entreprises qui ont envie peut-être de faire le pas dans la production des biens, mais qui n'y arrivent pas. Et imaginez-vous si on décide, Dangote a massivement investi dans le riz, par exemple. Vous voyez, donc c'est une occasion pour ces entreprises-là de reprendre la main et d'investir davantage dans ces secteurs-là dont le Bénin empêche le développement. Et à terme, ça va leur créer des emplois, ça va leur générer des ressources. Vous voyez, donc je ne vois pas du tout le Nigérian perdant. Et je crois que des études ont été faites, puisque cette rencontre a été convoquée par la Banque centrale du Nigeria. Donc vous comprenez aisément que des prévisions ont été largement faites et ils estiment quand même qu'en rompant donc le pont avec le Bénin en ce qui concerne ces types d'échanges, ils seront gagnants, ça c'est clair. En tout cas, on attend la réaction officielle des autorités nigérianes. Oui. Mais dernière question, si vous permettez. Le temps il est véritablement parti. C'est vrai que c'est un sujet assez passionnant. C'est ça. Ce qu'on va peut-être proposer à M. Mahou Tondié, c'est peut-être de revenir par ici pour continuer la discussion. Ce sera le mercredi prochain. Le temps de davantage s'attarder un peu sur les implications qu'une telle politique pourrait engendrer, notamment au-delà même des rapports économiques, les implications diplomatiques justement, liées à cette affaire-là. Merci beaucoup à vous, chers messieurs, qui aimez les chiffres et les bonnes affaires. Passez une bonne journée. Mesdames et messieurs, voici les sports.